Voilà, nous prenons la ligne pour être en direct d'Israël pour encore une émission Israël s'invite chez vous. Avant même de vous présenter le programme de ce soir et les questions que nous avons décidé de traiter, je voudrais que nous ayons tous une pensée émue pour les deux commandants de l'armée israélienne, des unités de commando, Ofek Aaron et Itamar El-Harar, deux jeunes commandants de 26 et 28 ans qui malheureusement ont perdu la vie hier lors d'un événement, j'allais dire, tragique qui s'est passé dans une unité de l'armée. Et je crois que traitant des affaires sécuritaires dans cette émission et cette rencontre habituelle avec notre invité Mathias Inbar, il était de notre devoir de consacrer ces 2 premières minutes à leur mémoire. Voilà, tout ça pour vous dire que finalement, les questions sécuritaires en Israël sont des choses qui sont au jour le jour, qui sont des questions qui nous préoccupent, et c'est des jeunes officiers qui sont morts malheureusement, faisaient une garde pour essayer aussi, comme l'enquête le prouvera probablement, d'essayer d'arrêter des voleurs d'armes de pointe que cette unité de commando avait à sa disposition. Et j'en dirai pas plus, à part si Mathias Inbar, notre invité, voudra compléter quelques informations là-dessus. Alors effectivement, nous avons, j'allais dire presque 2 fois par an, vu que l'évolution de l'actualité sécuritaire en Israël est très très particulière. Nous avons décidé de prendre l'expert francophone en la matière que vous connaissez tous à travers nos rendez-vous, à travers ces émissions de télévision. C'est la raison pour laquelle notre émission durera aujourd'hui 55 minutes et qui devra se retirer pour son direct à la télévision. Nous avons demandé à Mathias de nous faire, j'allais dire, une revue, une de plus, sachant que les choses ont évolué depuis notre dernière rencontre. Nous avons des nouvelles questions qui sont portées à l'ordre du jour. Le Premier ministre, qui est en poste depuis quelques mois, a fait sa déclaration de politique générale à la Commission des Affaires étrangères et de la Défense à la Knesset il y a quelques jours. Nous avons depuis quelques jours aussi une certaine révolte de la population bédouine. Nous avons connu il y a quelques mois une révolte de la population arabe d'Israël. Là, c'est un autre pan de la population arabe israélienne qui sont les Bédouins. Nous avons entendu cette semaine quelque chose de très particulier qui est cette tentative d'intrusion, on ne sait pas à quel niveau encore, mais en tout cas qui a été dévoilée par les services, de tentative de retournement de certaines personnes en Israël pour travailler pour les Iraniens. Évidemment, on a les préoccupations de tous les jours et les préoccupations fondamentales et stratégiquement importantes qui sont les questions de l'Iran, du Hezbollah et de Gaza. Voilà, c'est toutes ces questions un petit peu en vrac que je renvoie à Mathias, qui est le mieux placé, j'allais dire, pour essayer de nous mettre un petit peu d'ordre. Je sais qu'on ne comprendra pas tout, mais on aura énormément d'informations pour mieux comprendre, en tout cas. Merci à vous, et si vous avez des questions, faites-les nous parvenir comme d'habitude, nous tâcherons d'y répondre et de terminer dans les temps. Et Erev Tov Lekoulam. Merci, merci Avi. Effectivement, comment ne pas commencer cette conférence, et au moment où effectivement Yasmine m'a appelé, impossible de le savoir effectivement concernant cette nouvelle tragédie en Israël concernant la mort des deux officiers. Dur temps pour l'armée israélienne après le crash de l'hélicoptère des deux pilotes de l'armée israélienne, de ce crash d'un hélicoptère qui revenait d'un entraînement. Eh bien, de nouveau, une unité d'élite, la division commando, qui est meurtrie par la mort de deux commandants de bataillon. Rappelons les faits. Tout simplement, c'est qu'actuellement, il y a une multiplication exponentielle des entraînements de la part des unités d'élite et des unités qui sont peut-être amenées à combattre dans le terrain topographique libanais et syrien, eu égard à la situation extrêmement volatile dans le nord du pays, et peut-être à l'approche d'une frappe israélienne en Iran. On le sait que le Hezbollah rentrera immédiatement dans la danse, donc pour travailler en parallèle. D'un côté, l'armée de l'air et les renseignements travaillent à une éventuelle opération, et je ne dévoile rien, puisque l'ordre a été donné par le chef d'état-major et par Benny Gantz à l'armée israélienne, de l'armée de l'air israélienne, de se préparer, mais également
eh bien, du côté de l'armée de terre, de l'infanterie, des renseignements également, on se prépare au mieux à confronter le Hezbollah. Et donc, à la suite d'un entraînement hier soir, d'un nouvel exercice de la division commando, parce qu'il y en a eu un la semaine dernière, eh bien, les deux commandants de compagnie ont décidé d'entamer une patrouille terrestre à pied tout autour de la base. Nous sommes dans le désert de Judée, donc très, très sombre, et qui donne face donc à la grande ville palestinienne de Jéricho. Et pourquoi ils le font? Parce que au lieu de se reposer, ils savent que la veille, il y a eu des vols de jumelles de nuit qui peuvent être extrêmement graves si ces jumelles de nuit tombent entre les mains de terroristes ou de personnes bien mal attentionnées. Et donc, ils décident de faire une ronde, sauf qu'au même moment, ils sont 4, au même moment, un autre officier décide de partir également en ronde sans qu'il y ait de coordination entre les deux équipes. Et à ce moment-là, eh bien, l'un des premiers groupes est sur un petit monticule. Ils s'aperçoivent que l'officier approche à 200 mètres. Il commence les premières discussions. Et là, sans qu'on puisse comprendre pourquoi il n'y a pas eu de tir de sommation, immédiatement, il se retrouve à 10-15 mètres d'écart. Et eh bien, l'officier voit un groupe d'autres officiers armés de fusils de pointe et il décide de dégommer. Il décide de tirer immédiatement et ce sont des soldats d'élite. Et à partir du moment où ce sont des soldats d'élite, généralement les tirs sont déclenchés pour faire mal, pour toucher, pour neutraliser l'ennemi. Et donc, immédiatement, il y a échange de tirs, mais du côté des commandants, aucune des balles n'atteint l'officier. Lui, eh bien, les siennes atteignent, on va le savoir bien évidemment quelques minutes plus tard, mortellement les deux commandants de compagnie. Et malheureusement, ces derniers vont mourir très rapidement, vont décéder vont succomber à l'air blessure. Ce qui est terrible parce que, effectivement, on rappelle que les deux font partie des soldats d'élite. Il n'y a pas d'autre terme, ont été entraînés, formés pour être les soldats d'élite de demain. Ce sont des commandants de compagnie qui auraient dû normalement être des officiers de haut rang, des officiers qui peut-être auraient gravi les échelons de l'armée israélienne. Encore une fois, ce qui est terrible, c'est que l'armée israélienne doit faire face, encore une fois, à deux cas, encore une fois, après la mort des deux pilotes qui rentraient d'entraînement au large de Haïfa, de leur crash, de nouveau, deux officiers supérieurs qui décèdent. Le chef d'état-major, Aviv Kochavi, a diligenté bien évidemment une enquête et il a dit cette phrase très forte qui, pour moi, à mon sens, est très forte de sens pour tous ceux qui ont des enfants à l'armée israélienne et pour tous ceux qui connaissent de près l'armée israélienne. Le chef d'état-major Aviv Kochavi a eu des paroles très fortes en disant que l'armée israélienne combat le terrorisme, l'armée israélienne défend l'État, mais l'armée israélienne a avant tout comme mission de protéger les vies humaines de ses propres soldats. Et c'est une phrase très lourde de sens parce que le père et la tante surtout d'un des deux officiers qui a été mis en terre il y a à peine quelques minutes a déclaré que lui avait comme mission de protéger son État et nous, elle dit nous n'avons pas su protéger sa vie à lui. Donc l'armée israélienne va devoir bien évidemment lancer des réformes et une commission d'enquête très vite pour savoir exactement ce qui a bien pu se passer, comment on a pu en arriver là. Deuxième point, effectivement, que soulevait Avi, c'est le problème actuellement du Negev. Il y a une recrudescence des violences et je ne vais pas rentrer parce que ce n'est pas de mon rôle de rentrer dans le dossier politique, parce que la politique se mêle au sécuritaire. Il y a une donnée particulièrement nationaliste dans ce problème du Negev. Et le problème qu'il y a actuellement, c'est que il y a eu des violences qui ont été justifiées par les jeunes
du Negev par le fait que le gouvernement avait commencé à planter des arbres pour la fête de Tou Bishvat dans quelques jours, la fête juive de la plantation des arbres, du nouvel an des arbres. Et à ce moment-là, eh bien, il y a eu cette parole de Mansour Abbas, le chef de RAM, qui a dit « Nous boycottons tout débat politique et nous boycottons la coalition tant qu'il n'y a pas de retour en arrière du gouvernement. » Or, le gouvernement est revenu en arrière sous l'égide de Meir Cohen, qui est le ministre des Affaires sociales délégué au dossier du Negev. Les tractopelles ont fait marche arrière, les policiers ont fait marche arrière, certains plants d'arbres ont été déracinés et malgré tout, les violences continuent. Cela veut dire qu'il y a véritablement un message. Il y a actuellement une manière d'enflammer. Il y a quelqu'un visiblement qui harangue les foules et on n'entend toujours pas les paroles d'apaisement de la part ni de Mansour Abbas, ni de Yair Lapid, qui a demandé justement à ce qu'il y ait un retour en arrière, ni du Premier ministre ce soir, Naftali Bennett. Pour l'instant, la situation semble sous contrôle, mais il y a énormément de déploiements de policiers dans le sud du pays, c'est-à-dire les routes numéro 6, les routes 31, les routes 25, qui vont vers le sud, sont complètement jonchées de pierres et de cocktails Molotov. Il y a des dizaines d'arrestations. Il y a utilisation également des Mista'avim, c'est-à-dire des unités d'infiltration sous couverture pour essayer de rentrer à l'intérieur des manifestations pour les enrayer. On comprend bien que pour l'instant, certes, la situation est sous contrôle, mais si on avait pu apercevoir un réveil, certains diront que ce réveil était prédestiné et programmé des violences dans les villes arabes israéliennes, que ce soit Lod, que ce soit des villes mixtes d'ailleurs, comme Saint-Jean d'Acre ou alors Nazareth ou Melfachem ou Kfar Kassem, qui ne sont pas mixtes, qui sont arabes Israël, des villes arabes israéliennes. Et là, on peut se poser la question de savoir, dans une société qui est normalement patriarcale, c'est-à-dire qui est régie par des responsables communautaires, par des responsables politiques également, comment personne ne lance des messages d'apaisement. Et là, on est en train d'apercevoir que finalement, même le Negev est en train de réagir comme une cinquième colonne où certes, certains se disent israéliens, mais on voit la limite du système avec des jeunes qui disent que de ce type de phrase, on nous vole nos terres. Donc, on n'est plus dans le cadre des terres régies par l'État, on est dans l'appropriation du terme nationaliste, de dire nos terres, dans le cadre du discours qu'on pourrait entendre éventuellement dans les territoires. Et donc, il va falloir effectivement, c'est une des données sécuritaires qu'il va falloir prendre en compte éventuellement dans un prochain conflit. On avait le problème, donc on avait vu l'émergence de ce problème interne très fort au cours de l'opération Protection du Mur en mai dernier, où il y avait eu une alerte très sensible avec l'utilisation et l'entrée après un travail de commission d'enquête du Shabak, des renseignements intérieurs israéliens qui avaient donc accepté leur mission, ou d'ailleurs contre la volonté du chef du Shabak qui avait déclaré que ce n'était pas normalement de son rôle de pouvoir gérer les crises internes dans les grandes villes arabes israéliennes. Désormais, le Shabak est désormais aussi partie prenante à l'intérieur du désert du Negev. Il faut le savoir que j'ai parlé moi-même à l'ancien commandant de bataillon, commandant du bataillon bédouin, qui a déclaré que ces jeunes-là agissaient contre les intérêts de la population bédouine et qu'il fallait absolument que le gouvernement en prenne conscience et qu'il y a une volonté de dialogue, mais visiblement, il ne peut pas y avoir de dialogue lorsque, de leur côté, visiblement, il y a comme si chacun se souvient bien évidemment du discours de Yasser Arafat à l'époque, loin de moi de faire un rapprochement entre la seconde intifada, le lancement de la seconde intifada et ces violences dans le désert du Negev.
mais on se souvient très bien de Yasser Arafat qui justifiait le lancement de la deuxième intifada par le déplacement de Ariel Sharon, alors chef de l'opposition sur le mont du Temple. Et bien là, on est dans le même cas, à savoir qu'il y a une volonté de justifier l'injustifiable, justifier des violences avec, en disant que l'État plante des arbres sur des terrains domaniaux, et donc il y a, à partir de ce moment-là, un déclenchement des violences. Donc on peut effectivement, là, à l'heure actuelle, intégrer encore un nouveau front, presque un cinquième front. Donc il y avait le front sud, il y avait le front iranien, il y avait le front nord, c'est-à-dire libano-syrien, il y avait le front à l'intérieur des territoires, et désormais il faudra deux fronts communs, le front des Arabes, des violences dans les villes mixtes arabes israéliennes et les villes arabes israéliennes, ainsi que dans le désert du Negev. Et il va falloir donc, bien évidemment, comme je le disais, très vite, du côté des forces de sécurité, du côté des forces de police, mais encore une fois, on l'a bien compris, la sécurité ne fait pas tout. Et tant qu'il n'y a pas de guerre, de décision forte au niveau du pouvoir, rien ne pourra être réglé, parce qu'on assiste véritablement. En 1948, il y avait une guerre d'indépendance. Là, on assiste véritablement. Je sais que le mot peut-être va choquer et va vous choquer, mais il y a une guerre de gouvernance actuellement. Il y a une vraie guerre de gouvernance à l'heure actuelle. Il va falloir reprendre la gouvernance dans certaines zones. Certains diront que ça ressemble à s'y méprendre au territoire perdu de la République en France. Et je ne ferai pas de comparaison, parce que cela n'a strictement rien à voir. Certains essaient justement de faire un rapprochement. On est dans deux domaines diamétralement opposés, avec des données historiques, religieuses qui sont complètement opposées. Donc on en revient véritablement aussi au thème de notre conférence aussi, les enjeux sécuritaires 2022. Israël donc a terminé l'année sécuritaire 2021 avec certes une guerre, l'opération protection du mur, mais mieux qu'on ne le pensait, avec un avantage et des avantages opérationnels significatifs auxquels on ne pouvait pas s'attendre, avec les enjeux de la Covid-19, avec une crise politique et sécuritaire au Liban sans précédent, avec un Iran qui avance toujours aussi rapidement vers une bombe nucléaire. On pouvait s'attendre éventuellement à beaucoup plus de déséquilibre dans la région, et Israël termine bien, plus ou moins bien, l'année 2021. La question est de savoir 2022, et c'est ça qui peut poser des problèmes, parce qu'on a comment analyser. On a un Hamas qui a été certes affaibli dans la bande de Gaza, mais on le sait, le Hamas a du mal à gérer administrativement la bande de Gaza. Il y a un djihad islamique qui est poussé par l'Iran à déclencher des hostilités, et un Hamas qui ne veut pas qui ne veut pas entendre parler de négociations, qui essaye toujours de monnayer l'accalmie dans la bande de Gaza, et qui s'entraîne toujours à la guerre, comme si la guerre allait intervenir demain. Donc de ce côté-là, Israël même, et c'est historique, et vous avez pu le suivre, j'étais moi-même à l'annonce, la publication de la fin des travaux de cet obstacle souterrain. Qui aurait pu penser, au sortir de 2014, que ce mastodonte de barrières et souterraines et en surface aurait pu voir le jour en quelques années à peine. Nous sommes en 2021, 7 ans, il aura fallu 7 ans à l'armée israélienne, au ministère de la Défense, pour créer cet obstacle qui est unique au monde, qui empêche véritablement et qui enraye l'âme stratégique du Hamas, des millions de dollars dépensés par le Hamas, qui ont été finalement annihilés par ce projet. Donc de ce côté-là, le Hamas reste une menace, c'est une évidence. L'armée israélienne se prépare contre une guerre dans la bande de Gaza, mais ce n'est pas la menace stratégique. La menace stratégique, elle est dans le nord. La menace stratégique, pourquoi elle est dans le nord? Parce que, comme je le disais en préambule, si jamais, et c'est là qu'il faut comprendre où sont les menaces.
le chef d'état-major Aviv Kochavi et le ministre de la Défense, que j'ai pu entendre moi-même lorsque j'étais en déplacement au Maroc pour la signature du premier accord sécuritaire avec un pays arabe, c'était historique. Et à la réponse et à ma question, lorsque je lui ai posé la question au ministre de la Défense, est-ce que ce ne sont que des paroles en l'air, monsieur le ministre? Et il m'a répondu que non, non. Il a donné l'ordre à l'armée de l'air et via donc le chef d'état-major à l'armée de l'air de se préparer à une éventuelle attaque contre les installations stratégiques iraniennes. Mais une frappe ne doit pas servir à rien. Et si jamais Israël doit frapper en Iran des installations stratégiques iraniennes, comme elle le fait par exemple selon des rapports étrangers, parce qu'il n'y a pas de prise de responsabilité en Syrie, cela ne servira à rien. Si jamais il doit avoir une frappe en Iran, il faut qu'elle soit efficace. Et pour qu'elle soit efficace, il faut que plusieurs installations en même temps soient atteintes. Et donc, cela ne s'invente pas et ne se prépare pas en quelques semaines. Voilà pourquoi l'armée de l'air israélienne s'entraîne avec acharnement, si j'ose dire, et que cela va prendre peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, et que surtout le facteur du prix à payer est pris en compte. Parce que il y a plusieurs facteurs, oui, certes, géopolitiques et techniques, avec l'armée avec le consentement peut-être de l'armée américaine, avec la volonté, bien évidemment, de se doter d'avions ravitailleurs. Bon, je vous passe tous les détails parce que vous l'avez entendu. Mais il y a le facteur prix aussi, le facteur prix éventuellement des soldats qui tomberont, c'est une évidence, en cas d'opération, et le facteur du Hezbollah. Parce que je ne cesse de le répéter et vous l'entendez. Pendant que Israël s'entraîne à la guerre, le Hezbollah fait la guerre et la pratique au quotidien, que ce soit en Syrie, en Irak, que ce soit au Yémen et dans plusieurs autres endroits. Donc, on le sait du côté de l'armée israélienne. Je résume. Si le futur chef de l'armée de l'air qui va prendre ses fonctions en avril prochain a déclaré que visiblement il a compris que sur ses épaules, il y aura la responsabilité de se préparer à une frappe en Iran, donc dans le même temps, il a déclaré que le Hezbollah, et c'est une évidence pour lui, recevra l'ordre de Khamenei, le guide suprême iranien, de rentrer dans la danse, quelle que soit la responsabilité, quel que soit le prix à payer du côté du Hezbollah, et bien le Hezbollah entrera dans la danse. Donc ça veut dire qu'Israël doit se préparer au scénario du pire. Au moment où il y aurait une éventuelle frappe en Iran, le Hezbollah rentrera dans la guerre et lancera les hostilités. Donc de ce côté-là, c'est la raison pour laquelle il faut comprendre pourquoi l'armée israélienne se prépare au scénario du pire et surtout considère que la menace nord est la menace la plus existentielle, la plus directe pour l'armée israélienne. Et c'est pour cela qu'il y a énormément d'entraînement. Il y a une volonté de la part du chef d'état-major Aviv Kochavi de multiplier par 4, par 5 le rythme des entraînements. Non seulement pour les unités régulières qui vont être amenées à entrer sur le terrain topographique libanais et syrien, mais également pour les unités des réservistes. C'est pour cela qu'on multiplie les entraînements pour les unités Alexandronie qui englobent les anciens réservistes du génie militaire et des Golani, les réservistes également des parachutistes que j'ai pu suivre moi-même la semaine dernière. Il y a une volonté d'être prêt pour faire mal à l'ennemi en cas de future guerre. Parce que la guerre de 2022, peut-être de 2023, devra ne pas ressembler à celle de 2006. C'est une évidence. Pour les têtes pensantes de l'état-major israélien, le défi militaire et sécuritaire pour l'année 2022, ça voudrait dire que être décisif. Et cela veut dire quoi être décisif? C'est le credo d'Aviv Kochavi, être plus puissant,
plus direct, plus décisif le moment venu. Une guerre contre le Hezbollah doit durer entre 3 et 7 jours. Et ça veut dire aller chercher l'ennemi sur son territoire et faire mal très vite et très fort à l'ennemi, en l'occurrence le Hezbollah et les milices chiites, quelles qu'elles soient, sur le terrain syrien. Mais ça voudrait dire aussi, et là, en ce sens, et il faut le dire, malheureusement, il n'y a pas assez de communication. L'arrière-front israélien, et par rapport à ma dernière conférence, on a beaucoup plus d'informations aujourd'hui, doit être prêt à encaisser des coups. Ça voudrait dire qu'il y a eu un entraînement de l'unité Rachel en hébreu, c'est-à-dire de l'unité de gestion de crise nationale en Israël, qui s'est entraîné au transfert de population. Parce que ce qui n'est pas assez dit, c'est qu'en cas de conflit avec le Nord, entre 100 et 150 000 missiles sont prédisposés à être envoyés sur Israël. Voilà, des dizaines de milliers, visiblement, de missiles vont être tirés sur Israël. Je parle volontiers du scénario du pire, parce qu'il faut pouvoir mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Si jamais il y a une guerre dans le Nord, elle ne ressemblera en rien à la guerre que l'on a connue avec la bande de Gaza. Si au plus fort d'un conflit avec Gaza, on avait entre 5 et 600 missiles par jour, là, il pourrait y avoir entre 2000 et 3000, voire 4000 missiles par jour qui s'abattraient sur Israël. C'est la raison pour laquelle l'armée israélienne de l'air, sur terre et mer et cyber aussi, s'entraîne pour aller vite et pour être décisif beaucoup plus vite face à un ennemi qui est surarmé au-delà des frontières et surtout dont on sait pertinemment qu'il possède des missiles de précision qui sont capables de s'abattre dans n'importe quel point du terrain israélien. Certains disent que parfois je peux annoncer des mauvaises nouvelles, mais parfois ne faut-il pas annoncer justement ce qui pourrait intervenir plutôt que de se voiler la face et de dire que finalement tout va bien. Et ça, c'est le syndrome de 1973. C'est le syndrome de la guerre du Kippour où après la victoire de 1967, tout allait bien en Israël et on se disait qu'on était invincible. Et du côté israélien, on a le devoir aussi du côté de l'état-major de dire des vérités, de dire que l'année 2022 risque d'être décisive avec les menaces qui pèsent sur Israël sur le front nord. C'est la raison possible pour laquelle, selon des rapports étrangers, Israël accélère aussi le rythme des frappes selon des rapports étrangers en Syrie, parce que l'Iran n'abdique pas et l'Iran continue de transférer des missiles et des dernières technologies et des armes de pointe comme des drones suicides sur le terrain syrien, destination donc le Liban. Pourquoi c'est important? Pourquoi je parle des armes? Et là, j'en viens. Beaucoup parlent du programme nucléaire iranien. Sauf qu'on oublie trop de parler du programme balistique iranien. Pourquoi c'est important? Et pourquoi c'est une menace presque aussi grande que le programme militaire et nucléaire iranien? Parce qu'une fois que vous arrivez à transformer des ogives traditionnelles et des missiles intercontinentaux et vous transformez ces missiles intercontinentaux traditionnels en missiles nucléaires, eh bien vous imposez une puissance et un pouvoir de dissuasion dans toute la région. Et ce programme balistique n'est pas compris dans l'accord de 2015. Et c'est ce programme-là qui fait peur parce que l'Iran a accéléré dans le même rythme et son programme nucléaire et son programme balistique, avec la création, bien évidemment, de missiles toujours aussi performants, avec la création, telle que l'ont précisé les ministres de la Défense, le chef d'état-major et le Premier ministre, des drones suicides capables de frapper l'intégralité de la région. Ce sont des drones qui peuvent faire mal et qui peuvent toucher plusieurs points
en Israël et qui sont capables d'être tirés également depuis la Syrie vers le territoire israélien. Je salue d'ailleurs Ariel Gomez, qui est parmi nous. Ariel, bonjour. Et c'est pour ça que je suis presque hésitant, parce que Ariel est un spécialiste de la question des missiles et des questions de l'aérospatiale. Donc, j'essaye de ne pas dire de bêtises en même temps lorsqu'il est présent sur ce Zoom. Et en même temps, il faut comprendre que à partir du moment où des missiles de précision et des missiles de qualité sont transférés depuis l'Iran vers la Syrie et destination également le Liban, ça voudrait dire que l'intégralité de la région est capable d'être atteinte par ces missiles. Et c'est la raison pour laquelle des experts militaires israéliens tirent la sonnette d'alarme. Il ne faut pas que s'attarder au programme nucléaire iranien. Oui, un Iran nucléaire est dangereux, mais un Iran à capacité balistique et de capacité balistique intercontinentale et à capacité de missiles dans l'espace, oui, c'est dangereux et c'est tout aussi dangereux. Je le répète, à partir du moment où un pays comme l'Iran a la capacité d'envoyer un satellite dans l'espace, ils sont capables d'envoyer donc des missiles intercontinentaux. Si des missiles intercontinentaux peuvent être transformés en missiles nucléaires, eh bien, c'est toute la région qui est mise en danger. Et ce n'est pas qu'Israël qui est dans la ligne de mire des Iraniens, c'est aussi l'Europe, c'est aussi les États-Unis, c'est aussi d'autres puissances. Donc, il faut être précis. En quoi, et ça fait partie aussi des défis sécuritaires, j'essaie d'aller vite parce que je voudrais vous donner la possibilité de poser les questions. Et en quoi les accords d'Abraham et les accords de coopération sécuritaire peuvent intervenir et en quoi ils sont bénéfiques. Parce que lorsque vous signez un accord sécuritaire avec le Maroc, eh bien, vous avez un accès aussi, parce que si Bruxelles, par exemple, est la capitale européenne des services de renseignement occidentaux et la capitale du Mossad en Europe, ce n'est pas un secret, le Maroc l'est tout aussi. Et donc, c'est intéressant aussi de pouvoir compter sur le Maroc pour lutter contre les intérêts iraniens dans la région, avec la fuite des capitaux iraniens du Liban et l'investissement des capitaux iraniens en Afrique. Et la raison pour laquelle eh bien, le Maroc est une place essentielle en termes de collecte de renseignements, c'est justement pour cela qu'il faut absolument consolider cet accord de relations et cet accord sécuritaire et militaire avec le Maroc. Mais tout autant avec les Émirats arabes unis et peut-être un jour avec l'Arabie saoudite. Je recevais la semaine dernière un journaliste saoudien qui était proche du royaume et qui disait justement que tant que la communauté internationale n'unit pas son effort pour lutter contre l'Iran de manière unie, commune, et non pas ne laisse pas à chacun des pays lutter contre l'Iran et le Hezbollah, rien ne pourra être acquis. Et lorsque il disait que le président Emmanuel Macron eh bien, se rend quelques heures après l'explosion du port de Beyrouth, dont on sait pertinemment le rôle joué par le Hezbollah, et va ensuite en Arabie Saoudite et demande récemment à l'Arabie Saoudite de donner encore une fois des fonds au Liban, c'est finalement, et sans reconnaître de facto que le gouvernement libanais siège à l'intérieur des éléments qui sont terroristes, parce que le Hezbollah aujourd'hui est reconnu comme organisation terroriste par l'Australie, par l'Europe, par certains pays d'Europe, la Grande-Bretagne, par les États-Unis, mais la France considère finalement qu'il n'y a que l'aile armée du Hezbollah qui est reconnue comme terroriste et non pas son aile politique. Et pour ce journaliste saoudien, me disait que finalement, tant qu'on ne reconnaît pas que l'aile politique du Hezbollah est une organisation terroriste, rien ne pourra être fait et rien ne pourra être acquis dans la région. Et c'est l'un aussi des objectifs que s'est fixé, l'un des objectifs sécuritaires que s'est fixé Israël, c'est de mettre la pression aussi sur la communauté internationale pour que ce point-là eh bien, soit reconnu. Je terminerai en disant, parce que je voudrais vous laisser poser des questions, que la dernière opération protection du mur a montré aussi que
le Hamas était capable de se servir de l'aspect religieux, comme on l'a vu, pour protection de murs, lorsque des mots comme Al-Aqsa sont prononcés et la protection des lieux saints de l'islam sont prononcés et sont poussés à outrance et sont prononcés à outrance, on le voit bien qu'il y a une recrudescence des violences, comme on l'a vu pendant l'opération Bordure Protectrice, mais également au cours des derniers mois. Lorsque le Hamas voyait qu'il y avait une négociation égyptienne pour trouver des solutions dans la bande de Gaza, le Hamas a ordonné à ses cellules dormantes de multiplier les attentats dans les territoires. Et c'est aussi l'un des enjeux sécuritaires pour l'année 2022, trouver un équilibre des forces et maintenir un équilibre des forces dans les territoires. Et en même temps, et c'est vrai que peut-être parfois la question dérange, mais il y a une coopération sécuritaire avec les Mukhabarat, les renseignements palestiniens, et il faut absolument que cette coopération se poursuive. Et parfois, on a effectivement l'impression que l'armée israélienne, non seulement opère dans les territoires, mais aussi aide l'autorité palestinienne à maintenir le calme sur le terrain, parce que ça serait quand même ouvrir un autre front et déclencher une troisième intifada à l'intérieur des territoires signifierait que donc l'armée israélienne devra gérer, encore une fois, je le répète, et je terminerai, finalement les enjeux sécuritaires de 2022, c'est gérer en même temps donc plusieurs fronts, on le répète, bande de Gaza, territoire, et j'englobe la question de Jérusalem, les villes arabes israéliennes, le désert du Negev et le front nord avec le Liban et la Syrie. J'espère avoir donné toutes les informations possibles et en tout cas avoir fait un état des lieux de la situation sécuritaire à l'heure actuelle. Alors, Mathias, merci. Oui. Je laisse aux gens qui veulent avoir le temps de poser quelques questions. Il nous reste quelques minutes. Tu n'as pas prononcé, est-ce que c'est sciemment, deux mots dont nous avons énormément parlé lors de la précédente conférence. C'est les grandes puissances États-Unis, URSS. Est-ce qu'il y a depuis le changement de pouvoir en Israël qui date finalement de pas si longtemps que ça, la prise de pouvoir par Biden, est-ce qu'il y a une évolution stratégique importante, connue, sur la position des États-Unis, sur la position fondamentale d'Israël sur l'Iran? Est-ce que c'est le corona qui, pour le moment, nous fait retarder prendre ces décisions importantes d'intervention, ou bien on a besoin de l'appui officiel des puissances et d'être encore plus près de notre côté? J'ai volontairement effectivement évité de poser la question géopolitique parce qu'on serait rentré dans un autre registre et je voulais avoir effectivement le temps de parler de tous les aspects. Poutine reste en place, donc le président Poutine reste en place. De ce côté-là, il n'y a pas de surprise et ce n'est pas un secret qu'il a moins la relation est peut-être moins amicale qu'elle ne l'était avec Benjamin Netanyahou. Ce n'est pas un secret, mais le président Poutine fonctionne par intérêt et non pas par amitié, et que son intérêt, c'est surtout de faire en sorte que de jouer sur tous les tableaux, de laisser Bachar al-Assad dans l'État, de laisser l'Iran sur le territoire, parce que l'Iran fait le sale travail et lutte contre Daesh sur le terrain, mais en même temps, laisser, ce n'est pas un secret non plus, selon les rapports étrangers, Israël opérer. Si Israël est capable d'opérer sur le port de Latakia avec une précision chirurgicale selon des rapports étrangers, encore une fois, dans un petit périmètre où il y a une base aérienne de Khmeimim russe à quelques encablures, du côté de la Syrie, on se pose la question de savoir est-ce que les Russes ne coopèrent pas avec Israël. Donc de ce côté-là, le président Poutine reste fidèle à lui-même. Du côté des États-Unis, c'était une évidence. Le président Biden n'est pas le président Trump, et qu'il y a un désengagement du président Biden de la région, et que cela est perçu aussi comme une marque de faiblesse de la part des acteurs de la région, tant de l'Iran, mais que également des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite, qui essayent par tous les moyens de lier des relations avec tous
les acteurs, y compris à renouer le dialogue avec l'Iran par rapport justement à cette non-présence ou cette absence des États-Unis. Il y a également le fait que les États-Unis, ce n'est pas un secret non plus, si les États-Unis n'accèdent pas à la demande d'Israël de fournir des avions ravitailleurs commandés par Israël beaucoup plus rapidement, c'est parce que c'est un message aussi envoyé par l'administration américaine de dire on ne peut pas se permettre de vous donner tous les outils pour opérer seul contre l'Iran. Et donc, une telle opération devra passer aussi par notre aval ou pas, d'ailleurs. Mais pour l'instant, on le sait très bien que Israël, sans ces avions ravitailleurs, ne pourra pas agir. Et surtout, il faut faire la différence entre l'aviation civile et la possibilité qu'a Israël de survoler certains territoires, comme par exemple aujourd'hui l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis et l'Azerbaïdjan, et l'aviation militaire, à savoir que des avions de chasse qui passeraient par l'espace aérien azéri ou azerbaïdjanais, pardon, émirati ou saoudien, seraient perçus par l'Iran comme un acte de traîtrise de ces pays et pourraient également donc, être utilisés à leur encontre. Donc, on voit bien que les États-Unis aussi, pour l'instant, fonctionnent à reculons, à savoir qu'ils veulent absolument obtenir un accord, que effectivement Jack Sullivan montre les crocs en disant que le temps presse et que les Iraniens jouent la montre, mais d'un autre côté, ne donne pas tous les outils à Israël pour éventuellement opérer seul contre l'Iran. Alors, je répondrai à deux des questions qui sont posées en attendant. La première, est-il dangereux ou déconseillé de faire son alia dans le nord ou dans le sud, peu importe. Il est toujours très conseillé de faire son alia et la situation sécuritaire, Dieu merci, globalement, Israël a montré qu'elle était capable d'accompagner et d'encadrer, même pendant les périodes de guerre, les périodes de pandémie. Donc, c'est une question qu'on peut légitimement se poser, mais je crois qu'il n'y a pas d'endroit. Israël est un petit pays et donc qu'on fasse son alia à Carmiel, à Haïfa ou à Jérusalem, on est sous la protection divine d'un côté, sous la protection du même Tsahal de partout. Donc, il faut effectivement faire confiance aux autorités civiles et militaires. Et la deuxième question, effectivement, qui est un petit peu liée à ça et auquel nous ne répondrons pas parce que nous ne rentrons pas en politique, est-ce que cette nouvelle situation est liée au changement politique en Israël? Donc, chacun se fera son avis là-dessus. C'est une question, nous ne traitons ici que les problèmes sécuritaires, même si, comme l'a précisé Mathias en début d'intervention, il est évident que l'évolution d'Israël est un pays démocratique, contrairement, comme on l'a vu, à d'autres pays dont les dirigeants sont assurés dans les 20 prochaines années. Et donc, on doit légitimement faire avec les résultats des élections en Israël et s'assurer que Tsahal garde sa puissance et sa suprématie, surtout pour protéger tous les citoyens du pays. Une question qui nous est posée, Mathias, c'est de savoir est-ce que la technologie, le dôme de fer a fait ses preuves, mais tu as parlé d'une nouvelle dimension, j'allais dire, avec les missiles entre les mains du Hezbollah. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai oublié les noms en hébreu, au-delà du dôme de fer, je crois qu'il y a une nouvelle technologie, Charvit à Kessem, je crois que c'est ça. La fronde de David. Ouais. La fronde de David. Voilà. Alors, la fronde de David est opérationnelle aujourd'hui. Comment ça marche? Eh bien, on va rentrer très rapidement dans les détails, mais le dôme de fer est capable d'intervenir sur des missiles de courte portée et également sa capacité a été améliorée pour intervenir contre des drones également tirés par le terrain ennemi. Donc ça, c'est aussi une nouveauté parce qu'à chaque fois, effectivement, c'est une question d'algorithme tout simplement. Il y a une question de performance de cet algorithme qui est donné par les ingénieurs de Raphaël et sans citer toutes les entreprises de IAI et de Elbit qui sont les producteurs du dôme de fer et ensuite qui donnent la possibilité à l'armée aussi de développer des algorithmes. Ensuite, il y a la fronde de David qui est capable d'intervenir sur des missiles de courte et moyenne portée et donc c'est véritablement la fronde de David qui devra remplir le rôle de contrer les missiles de plus longue portée tirés par le Liban ou la Syrie en cas de conflit avec le Nord. Et c'est elle qui devra répondre présent, effectivement, c'est ce système qui devra répondre présent
en cas de conflit. Et ensuite, il y a le Hetz 3, principalement, qui est capable de gérer des missiles intercontinentaux de longue portée ou des missiles balistiques de longue portée qui pourraient être tirés de plusieurs milliers de kilomètres. Le dôme de fer, on le sait, on n'a plus besoin de le présenter, près de 90% jusqu'à 95% de réussite au cours de la dernière guerre de protection du mur dans la bande de Gaza. Mais encore une fois, il faut le rappeler, je sais que peut-être que je parle de mauvaises nouvelles et de scénario du pire, mais il faut s'attendre au scénario du pire contre le Hezbollah où plusieurs milliers de missiles vont s'abattre par jour. Donc, il y aura des impacts sur l'arrière-front. Le dôme de fer ne pourra pas remplir intégralement son rôle parce qu'il n'y a pas de 100% hermétique. Mais en tout cas, c'est la raison pour laquelle, eh bien, ça je ne l'ai pas évoqué, mais ça pourra peut-être faire l'objet d'une nouvelle conférence. On a accusé l'armée israélienne de trop favoriser la défense en oubliant l'attaque. Eh bien, la défense est omniprésente et cruciale pour défendre justement l'arrière-front. Pourquoi on se défend? Pourquoi on se dote de barrières souterraines, barrières en surface, de capacités de protection? C'est pour permettre justement de passer à l'offensive tout en n'étant pas inquiet de ce qui se passe dans l'arrière-front. Et effectivement, au cours pendant des années, on a plébiscité la défense au profit de l'attaque. On a oublié d'attaquer, de prendre les devants du côté de l'armée israélienne. Ce qui peut être, et c'est le credo d'Aviv Kochavi, le chef d'état-major, c'est de tout en consolidant la défense, eh bien de passer à l'étape supérieure et aussi d'accélérer les capacités offensives et décisives de l'armée israélienne en terrain ennemi. J'ai vu rapidement une question. Est-ce que Israël bénéficie de missiles de précision, balistiques également? Oui, ce n'est pas un secret, je ne dévoile rien non plus, parce que ces missiles ont été utilisés au cours de la dernière guerre protection du mur, tirés par l'artillerie notamment, et tirés selon des rapports étrangers. Encore une fois, ça, on n'en a pas la confirmation par Israël, par des batteries d'artillerie qui ont frappé certaines cibles en Syrie, mais ça, il faut rester au conditionnel. Mathias, on va te libérer quelques minutes en avance. Il y a encore d'autres questions qui arrivent, mais on gardera pour un prochain rendez-vous. Je voudrais saluer la présence de notre délégué général en France, Jean-Charles Zerbib, et d'autres amis tels que Gérard et d'autres encore qui ont été salués ce soir. Donc vraiment, avec tous les points d'interrogation que tu as mis, je crois que c'est une bonne chose de nous remettre un petit peu les choses en face des yeux et de ne pas regarder la situation avec trop d'optimisme, une situation complexe. Et on espère que c'est une situation en tout cas qui est gérée au niveau politique et militaire. Et voilà, on continue à être à l'écoute de tout ce qui se passe en Israël et c'est le principe de cette émission. Nous allons nous retrouver sur tout un autre sujet complètement dimanche prochain parce que la vie continue en Israël. C'est Tou Bishvat la semaine prochaine et même pour les Tunisiens, c'est Oudat Yitro jeudi d'après. Mais ça, nous n'aurons pas l'occasion de l'évoquer. Voilà, c'est pour se quitter sur une note un petit peu sympathique. Je vous souhaite Shabbat Shalom et je vous retrouve dimanche. Toda Rabba Mathias. Merci à vous. Merci à vous et je vous donne un rendez-vous pour ceux qui veulent continuer à me suivre non seulement tous les mercredis dans Défense et également dans quelques minutes dans le Prime en direct sur i24 News. On va évoquer justement le cas, malheureusement, non seulement des deux commandants de compagnie qui ont été tués par des tirs amis, et également les violences dans le désert du Negev. Merci en tout cas à Yasmine, merci à toi, Avi également. J'espère avoir répondu. Toda Rabba et Yasmine. Bye. Toda Rabba. Shabbat Shalom. Tu peux attaquer ton séchoir.